Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui correspond au premier volet d'une série de 3 ou 4 vidéos sur le chapitre d'économie de première, comment les agents économiques se financent-ils. Le nouveau programme fixe les objectifs d'apprentissage suivants. Comprendre que le financement consiste à couvrir des besoins de financement par des capacités de financement. Comprendre que le taux d'intérêt, à la fois la rémunération du prêteur et le coût du crédit pour l'emprunteur, est le prix sur le marché des fonds prêtables. Savoir que le revenu disponible des ménages se répartit entre consommation et épargne et qu'ils peuvent dégager des besoins ou des capacités de financement. Savoir ce qu'est l'excédent brut d'exploitation et comprendre que les entreprises se financent par autofinancement et financement externe, c'est-à-dire emprunt bancaire et recours au crédit financier, en particulier actions et obligations. Enfin, savoir que le solde budgétaire résulte de la différence entre les recettes fiscales et non fiscales et les dépenses de l'État, comprendre que le déficit budgétaire est financé par l'emprunt et savoir qu'une politique de dépenses publiques peut avoir des effets contradictoires sur l'activité, relance de la demande mais aussi effet d'éviction. La problématique du chapitre peut se décliner en plusieurs questions. À quoi sert le système financier? Comment permettre aux agents économiques d'investir lorsque leur épargne est insuffisante? Pourquoi rémunère-t-on celui qui prête de la monnaie? Quel risque prend le prêteur? Pourquoi l'État s'endette-t-il? Et quels sont les effets d'une hausse de la dépense publique? En guise d'introduction, je vais vous raconter une histoire dont le personnage principal est Ferdinand de Lesseps. Fort du succès de la construction du canal de Suez, Ferdinand de Lesseps se laisse convaincre de renouveler l'opération dans l'isthme de Panama, sans prêter l'oreille aux mises en garde des ingénieurs qui en soulignent les difficultés techniques. Financièrement, il reprend les méthodes qui lui ont si bien réussi à Suez 20 ans plus tôt, la création d'une société, l'émission d'actions, les placements d'obligations. La Compagnie universelle du canal interocéanique de Panama est constituée le 20 octobre 1880 au capital action d'1,335 milliard de francs. Les banques, le Crédit Lyonnais en tête, moyennant de confortables commissions, bourrent leur clientèle de papier. Mais Panama, c'est le tonneau des Danaïdes. Pour soutenir les émissions qui se succèdent, 7 séries de 1882 à 1888, il faut travailler l'opinion. La compagnie achète des journalistes. Elle achète aussi des parlementaires, 104 dira-t-on. En 1889, c'est la débâcle. La compagnie est mise en liquidation. 800 000 petits porteurs sont ruinés. Ils ont apporté 1,5 milliard de francs de l'époque, équivalent à une trentaine de milliards d'aujourd'hui. Bien, question. Pourquoi la Compagnie du Canal de Panama a-t-elle eu besoin d'émettre autant de titres sur le marché financier? Il y a plusieurs éléments de réponse. Tout d'abord, les investissements en capital fixe sont colossaux. Là, il s'agit de rien de moins que de faire se rejoindre deux océans. Ensuite, la société a été créée de manière très récente pour financer le projet et donc elle ne dispose pas de ressources propres, c'est-à-dire elle ne dispose pas d'une épargne brute qui permette de financer ses investissements. Enfin, le crédit bancaire aurait été très insuffisant en termes de capital prêté et les taux d'intérêt appliqués aux prêts bancaires auraient été très élevés. En effet, les banques ne prêtent de la monnaie qu'après avoir mesuré les risques de crédit, c'est-à-dire les risques de non-remboursement à l'échéance, et la compagnie a donc fait directement appel à l'épargne des ménages pour disposer des fonds nécessaires pour financer ses investissements. Alors, quelques éléments sur lesquels je reviendrai plus en profondeur dans cette vidéo. L'épargne brute dont je viens de parler. L'épargne brute correspond à un premier niveau d'analyse à la capacité des agents économiques à financer leurs investissements, comme par exemple l'achat d'un bien immobilier pour un ménage ou l'achat d'équipements, de bâtiments, de brevets ou de terrains pour une entreprise. Pour un ménage, elle correspond à la fraction du revenu disponible brut qui n'est pas allouée à la consommation finale. Et pour une entreprise, l'épargne brute est ce qui reste de la valeur ajoutée après rémunération des facteurs de production, le capital et le travail, et aussi le paiement des prélèvements obligatoires, les impôts et les taxes.
Nous l'avons évoqué, des sociétés par action peuvent émettre des obligations. On dit aussi des titres de créances négociables qui leur permettent de se financer à long terme. Nous allons étudier ces obligations dans le cadre de cette vidéo, mais principalement ce sont les États qui émettent des obligations. Ici à votre écran, une affiche de 1918 pour le suprême effort emprunt national Société Générale. L'État peut emprunter en émettant des obligations qui donnent droit au versement d'intérêts pour les prêteurs, ici les ménages français, qui prêtent leur épargne pour financer l'effort de guerre. Toujours en guise d'intro, quelques prérequis. Parmi les titres échangés sur les marchés financiers, on distingue principalement les actions et les obligations. Il y en a d'autres, mais ils ne sont pas étudiés au lycée. Une action est un titre de propriété qui porte sur une partie du capital social ou du patrimoine d'une société. Si je possède une action et que la société anonyme ou l'entreprise en a émis 1000, je détiens 1 millième de l'entreprise. La rémunération d'une action s'appelle le dividende et il varie en fonction des bénéfices réalisés par la société, mais aussi des souhaits de réinvestir ou pas le bénéfice qui est décidé en assemblée générale. À l'écran, vous avez une action d'Air France KLM dont le cours est de 7,79 € à 17 heures hier, moment où j'ai pris cette capture d'écran. La capitalisation boursière de l'entreprise est de 2 milliards. La capitalisation boursière est la valeur estimée au cours du marché des titres d'action d'une société. Elle se calcule donc en multipliant le nombre de titres par le cours de l'action. Une obligation. Une obligation est un titre de créance, ce qui veut dire que le détenteur est le créancier de celui qui a émis l'obligation, principalement l'État ou de très grandes entreprises. Le détenteur de l'obligation, lui, est rémunéré par un intérêt, généralement fixe, sur le capital prêté. Par exemple, imaginons que j'ai 10 000 € d'épargne sur mon livret A. Je peux décider de les prêter à l'État français en achetant 2 obligations de 5 000 € pièce à 5% sur 5 ans. Cela signifie que pendant 5 ans, je n'aurai plus mon capital de disponible. Chaque année, l'État va me verser 5% du capital que je lui ai prêté et au terme des 5 ans, évidemment, il va me rendre mon capital. Grand 1, le fonctionnement du système financier, la rencontre entre des agents à besoin de financement et des agents à capacité de financement. Alors, les agents économiques couvrent généralement leurs dépenses par les revenus qu'ils perçoivent. Leur salaire pour la plupart des ménages, les recettes des ventes pour les entreprises, les impôts et les taxes pour les administrations publiques. Une contrainte de financement apparaît souvent dans le cadre du financement de leurs investissements. Pour la comptabilité nationale, qui décompose l'économie en grands secteurs institutionnels, le financement de l'économie désigne à la fois celui des entreprises, alors les entreprises individuelles, les sociétés non financières et les sociétés financières. Les sociétés financières sont les banques, qui cherchent à financer leurs investissements productifs, celui des administrations publiques, qui le plus souvent doivent financer leur déficit budgétaire, nous allons en parler dans la vidéo numéro 3 ou 4, et celui des ménages qui ont à financer leurs achats de logements. Si chacun de ces agents, ménages, entreprises, État, pouvait financer totalement son investissement par son épargne, il n'y aurait pas besoin d'un système financier très développé. En comparant le niveau d'épargne d'un agent et son niveau d'investissement, on détermine si un agent est en capacité ou en besoin de financement. Alors, l'investissement des ménages au sens de l'INSEE correspond strictement à l'achat de logements. Leurs autres achats relèvent de la consommation finale, y compris leurs véhicules. L'investissement des entreprises correspond à l'acquisition de biens de production durable qui servent lors de plusieurs cycles de production. On parle de capital fixe. On dit aussi formation brute de capital fixe dans laquelle on inclut quelques investissements immatériels comme les dépenses de logiciels. Un agent économique est en capacité de financement s'il dispose d'une épargne suffisante pour assurer le financement de son investissement. Son épargne brute est supérieure à sa FBCF.
Un agent économique présente un besoin de financement s'il ne dispose pas d'une épargne suffisante pour assurer le financement de son investissement. Son épargne brute est alors inférieure à sa FBCF. Alors, j'insiste, la FBCF des ménages n'est destinée qu'à leur logement. Les autres biens durables achetés par les ménages, comme la voiture, sont comptabilisés dans leurs dépenses de consommation finale. Donc, la notion de FBCF est plus restrictive que celle d'investissement utilisée en économie ou dans le langage courant. Le système financier désigne donc l'ensemble des institutions qui en permettent, en la rencontre des ACF et des ABF permet le financement de l'économie. Bien. Si on se place maintenant du point de vue macroéconomique, c'est-à-dire non pas du point de vue des agents pris individuellement et de leurs décisions, mais de l'économie globale et des grands agrégats qui constituent l'économie, comme par exemple l'épargne dans sa totalité ou l'investissement dans sa totalité, on observe que certains agents ont généralement une épargne supérieure à leur investissement, tandis que d'autres ont une épargne inférieure à leur investissement. On dit que certains agents sont structurellement en besoin de financement quand d'autres sont structurellement en capacité de financement. Les ACF sont en général les ménages et les ABF sont en général les entreprises et les administrations publiques qui doivent financer des investissements parfois colossaux. Pensez à une compagnie aérienne, pensez à l'État qui doit construire un pont, etc. Le système financier permet la rencontre des ACF, les ménages donc, et des ABF, les entreprises et les administrations publiques. Il permet de capter l'épargne des ménages pour financer les dépenses d'investissement des entreprises et des administrations. En son absence, certains agents devraient renoncer à des investissements rentables, faute de fonds, alors que d'autres disposeraient d'une épargne oisive. Grand B, le marché des fonds prêtables. Nous allons parler ici d'endettement, d'intérêt, de taux d'intérêt. Bien, à l'heure actuelle, l'activité économique est souvent financée par des opérations de crédit et par recours aux prêts bancaires. C'est ce que l'on appelle un financement par recours à l'endettement. Pendant la durée d'un crédit, le prêteur accepte de renoncer à la possibilité d'utiliser immédiatement ses propres fonds. Et l'intérêt correspond alors à la rémunération du prêteur et le taux d'intérêt au prix de la renonciation à la liquidité. Un prix un peu particulier puisqu'il est exprimé en pourcentage. Le taux d'intérêt peut aussi rémunérer le risque pris par le prêteur de ne jamais être remboursé à la date convenue. On parle de risque de crédit. Le taux d'intérêt augmente donc quand l'emprunteur ne semble pas totalement fiable, ou même quand des éléments extérieurs risquent de faire diminuer la valeur de la somme prêtée. Le prêteur paie alors une prime de risque. Plus le risque d'enregistrer des pertes financières en raison d'un défaut de remboursement augmente, et plus le taux d'intérêt exigé par les prêteurs s'élève également. Le taux d'intérêt est le rapport, la division, entre la somme que le débiteur verse au créditeur pour l'usage de l'argent prêté et qu'on appelle l'intérêt, et le montant total de la somme prêtée au dénominateur de la division. C'est le pourcentage que le demandeur du crédit devra rembourser en plus de la somme prêtée. Et donc, il faut être vigilant et ne pas confondre le taux d'intérêt qui est un prix avec l'intérêt qui est un revenu et qui dépend de la somme prêtée et du taux d'intérêt. Bien, je propose d'expliciter ce qu'est le marché des fonds prêtables en commençant par un extrait de Paul Krugman et Robin Bells, Macroéconomie de Buck 2016. Je lis. Les épargnants et les prêteurs se rencontrent de la même manière que le font les producteurs et les consommateurs, par le biais de marchés gouvernés par l'offre et la demande. Il existe un grand nombre de marchés financiers différents au sein du système financier. Mais les économistes travaillent souvent à partir d'un modèle simplifié dans lequel ils supposent qu'il y a seulement un marché qui permet la rencontre entre ceux qui veulent prêter de l'argent, les épargnants, et ceux qui veulent en emprunter, les firmes qui ont des projets d'investissement. On appelle ce marché hypothétique le marché des fonds prêtables. Sur la représentation graphique que vous avez à l'écran,
donc sur le marché des fonds prêtables, se rencontre une offre de fonds ou de capitaux émanant des agents qui disposent d'une épargne et une demande de fonds ou de capitaux émanant des agents qui souhaitent emprunter pour investir. Sur ce marché se fixe un taux d'intérêt d'équilibre et à ce taux d'intérêt, la quantité offerte de fonds est égale à la quantité demandée de fonds. Bien, pour commencer, en quoi le marché des obligations est-il comparable au marché fictif des fonds prêtables? Eh bien simplement, l'émission de titres de créances, d'obligations donc, est basée sur le crédit. Et le taux d'intérêt représente le prix que le prêteur demande pour renoncer immédiatement à ses fonds, puisqu'il encourt un risque de crédit pendant toute la durée du prêt. Ensuite, comment se réalise l'équilibre sur le marché des fonds prêtables? Eh bien, comme sur tout marché concurrentiel, c'est la flexibilité du prix qui va permettre de restaurer l'équilibre. Ainsi, une hausse du taux d'intérêt va entraîner une baisse de la demande de fonds prêtables, la demande de fonds devenant alors inférieure à l'offre de fonds, ce qui va entraîner une baisse du taux d'intérêt pour un retour à l'équilibre. La baisse du taux d'intérêt, cette fois-ci, va entraîner une hausse de la demande de fonds prêtables. Cette fois-ci, la demande de fonds se retrouve supérieure à l'offre de fonds et il va en résulter une hausse du taux d'intérêt qui va permettre de restaurer l'équilibre.